Bonjour à vous et bienvenue sur CEDH France, où l'actualité chaude du moment, c'est l'arrivée du site CEDH Stat. Dans la vidéo sur quoi jouer à la Magic Mania, on a commencé par des généralités. Et oui, c'est normal, il faut bien commencer quelque part. Mais suite à ça, on a beaucoup discuté du genre de stats qu'on aimerait avoir sur le format sur le Discord CEDH France. Et Emilien du Discord s'est motivé à monter ce site ici, CEDH Stat, pour pouvoir consulter ses stats. Donc on va en parler aujourd'hui. CEDH Stat, il n'y a pas de piège, hein, c'est littéralement ce qui est marqué ici, et c'est facile à trouver directement dans votre navigateur. Ça récupère des données de énormément de tournois de CEDH qui ont été postés. C'est pour ça que c'est intéressant que dès qu'on organise un tournoi de CEDH, on poste effectivement le contenu du tournoi, ce qui s'est passé au tournoi en ligne, sur Top Deck, etc. pour qu'on puisse avoir une trace des stats, etc. Il y a plein de tournois qui sont traqués, des joueurs, des entrées. Il y a mine de rien plus de 72 000 joueurs, donc il y a beaucoup de joueurs de CEDH dans le monde. Et on va avoir un stand de stats sur plein d'aspects. Là, c'est des trucs un peu généraux. On va avancer directement dans la partie tournoi. Dans la partie tournoi, je peux regarder les derniers tournois et notamment ce qui est intéressant, c'est de regarder, bah tiens, récemment sur des gros tournois, qu'est-ce qu'il y a eu comme gros tournoi et je peux cliquer sur un tournoi si je veux pour aller voir les derniers decks forts du moment. Les derniers decks ont surperformé par exemple sur 264 joueurs, c'est pas mal. Ce que j'aime encore plus, c'est la partie déjà Commander. Sur la partie Commander, je peux regarder des graphes sur les commandeurs du format, voir déjà qu'est-ce qui est joué, et avoir quelques stats. Donc là, typiquement, je pourrais me dire, bah, j'aimerais plutôt des tournois un peu plus gros. Alors là, je vais manquer de stats, je vais devoir regarder là-dessus, mais je peux me dire 50 entrées minimum. Bon, voilà. J'ai 94 commandants qui ont été joués au moins 50 fois dans les stats, sur lesquels je peux ensuite avoir leur ranking ici. Ils sont classés par popularité. Et je vais avoir des indicateurs ici de leur plancher, leur plafond et leurs points par game. Alors on va unpack un petit peu ça. Les points par game déjà, c'est en moyenne combien est-ce que ce deck a de points par rond, par game. Donc la manière dont ça se passe une ronde en CEDH, j'arrive à une table de 4, on est 4 joueurs, il y a une personne qui, si elle gagne, va gagner 5 points, sinon on fait une draw, on a un point chacun, et si on a une défaite, on fait 0 points. Ce qui veut dire que entre guillemets, on a 5 points à se répartir à 4 joueurs. Donc on a ici le random de 1,25 qui est, bon bah en moyenne, si je performe absolument, enfin dans la moyenne, si on performait tous dans la moyenne, qu'on se répartissait effectivement un quart du win rate, on aurait 1,25 points par rond. Et bien sûr, l'idée c'est que si pour arriver en top, pour être dans le top 16, le top 4, etc., bah, il faut que je performe mieux que 1,25 points par game. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut avoir un premier tracking de points par game. Plus un deck a une stat là-dessus de points par game qui est au-dessus de 1,25, plus ce deck surperforme. Et on retrouve ici Blue Farm dont on parlait dans la dernière vidéo. Blue Farm qui est à 2,45 points par game, qui gagne pratiquement une game sur deux, puisqu'il est pratiquement à 2,5. Donc c'est une des stats de points par game les plus élevées du format. On retrouve Rograk Trazios à 2,48, qui a encore un petit peu plus de 2,5. Mais on retrouve aussi Traos Timna à 2,48. Donc ça soutient ce que je disais la dernière fois, qui est, sans grande surprise, partner value, c'est extrêmement fort. Avec du bleu, voilà. Éventuellement des Tassas d'Oracle, des Gas Cradle, enfin ce genre de choses-là assez fortes. Une autre information importante qu'on va avoir, c'est donc le plancher et le plafond. Le plancher, c'est les joueurs qui ont peu d'expérience dans le format, qu'on a peu vu dans des tournois, bref, ils sont peu dans la database. Comment est-ce qu'ils performent? Et là, on retrouve la plupart de ces decks-là vont avoir tendance à sous-performer par rapport à la moyenne. Là où les decks pilotés par des pilotes expérimentés, qui est la stat en vert ici, vont naturellement avoir une stat qui est plus grosse. Ils vont surperformer. On voit des trucs qui sont intéressants, qui sont par exemple sur Terra, il y a un overlap carrément entre le plancher et le plafond, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tant d'écart que ça entre les pires joueurs et les meilleurs joueurs. A l'inverse, il y a un énorme écart entre les pires joueurs de Chrome Timna et les meilleurs joueurs de Chrome Timna, qui est vraiment gigantesque. Et étonnamment, le plus grand plafond n'est pas forcément sur Chrome Timna, mais ça va être sur Magda par exemple, sur Dargo Timna, sur des decks comme ça, rouge, turbo, qui sont très forts pour win et qui, on leur file une opportunité, c'est bon, ils sont partis. Donc c'est intéressant de voir que malgré tout, il y a des alternatives très fortes qui vont faire du taf. Et je peux avoir le détail ici de pas mal d'éléments sur certains des decks. Notamment, on va pouvoir regarder ici Kinan qui en pique là-dessus. Alors pique, ça va être
les points par game des meilleurs pilotes, mine de rien, il y a 2,65. C'est-à-dire que les meilleurs pilotes, ils surperforment de ouf sur Kinan. Donc ça, on a plein de stats intéressantes sur les decks du format. On va avoir aussi des stats sur les joueurs. Donc là, je peux voir le ranking, et c'est vraiment un leaderboard des meilleurs joueurs de CEDH du monde. On y retrouve un peu les classiques, genre Evan Pierce, il est connu comme étant un OTP, un One Trick Pony de Kinan. C'est-à-dire qu'il ne joue que Kinan, il fait que ça de sa vie, et il performe extrêmement bien. On a Yann Flannery qui a beaucoup joué Kinan, mais en réalité, il est connu pour jouer beaucoup de decks différents. On va retrouver Zachary Adler sur son Chrome Timna, Andy Beach, etc. Donc, on va retrouver pas mal de gens qui surperforment, et sans grande surprise, on retrouve exactement ce que je vous disais, qui est, tiens, dans les meilleurs joueurs du format, quasiment tous jouent Chrome Timna, pas mal jouent Kinan, on a du Regrax Silas, un Sisei qui se balade, un Ral, un Etali, etc. Donc, on retrouve exactement ce qu'on disait, qui est, effectivement, il y a vraiment des decks qui surperforment en CEDH et qui sont très joués par les gens qui veulent arriver en top 8, enfin, en l'occurrence top 16 ou top 4. Bon, ça c'est sur les joueurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut chercher les différents joueurs qu'on connaît et regarder leurs stats si ça nous amuse. On peut regarder ses propres stats si on a fait quelques tournois de CEDH. En France, on n'a pas encore grand chose. Ensuite, on va voir les régions. Ce qu'on se disait, c'est que c'était cool si on pouvait avoir un certain nombre de stats qui racontent des histoires. Notamment, quelles sont les meilleures régions du monde, à quel moment est-ce qu'il y a des show matchs entre telle ou telle région, on trouvait ça intéressant. Donc là, maintenant, on a les pays qui sont répartis avec à chaque fois leur nombre de tournois. Et bien sûr, les États-Unis surperforment, ne serait-ce que parce que les États-Unis font beaucoup plus de CEDH. C'est continuant à ce stade, quasiment. C'est la région qui a le plus de tournois à CEDH. Ça vient notamment du fait que c'est gigantesque. Mais même si je prenais tous les pays d'Europe côte à côte, ça ferait pas autant de tournois qu'aux États-Unis. Donc vraiment, les États-Unis sont là où c'est le plus populaire, mais c'est aussi, et c'est un peu biaisé, c'est aussi là qu'ils traquent le plus les stats des tournois sur les outils qui sont ici traqués par cette base de données, sur TopDeck, etc. C'est-à-dire que la Magic Mania l'année dernière, ça a été posté sur MTG Top 8, puisque c'est MTG Top 8 qui est plus populaire en France, mais c'est pas MTG Top 8 qui est l'endroit où il faut poster si on veut être vu dans les stats CEDH du monde. Donc c'est intéressant si cette année on arrive à négocier que ce soit posté sur TopDeck, etc. et que ça arrive sur EDH Top 16, CEDH Stat, pour qu'on puisse voir aussi la France exister dans le monde en fait. Donc voilà, on retrouve ici notamment nos amis belges qui vont être ici. Pas mal de tournois qui sont traqués. Enfin, on va avoir les hipster stats, que là je trouve assez intéressantes, puisque c'est vraiment le cœur de ce qu'on a fait un peu comme travail, de se dire qu'est-ce qui serait intéressant comme stat pour se poser des questions sur le format. On va avoir ici les decks du mois. Les decks du mois, c'est des decks qui ont surperformé. Là, c'est des points par capita, c'est des points par joueur. C'est des decks qui, dans les mains des bons joueurs, qui ont la bonne liste, etc., surperforment étonnamment en ce moment. Et ça, c'est les decks du mois. Si je prends le top 10 là-dedans, on va avoir Joyra Ageless Innovator, qui a un deck Joyra, elle se tape, elle se met 2 compteurs, et ensuite, on peut poser un artefact, on peut caster gratuitement un artefact de sa main qui a un coût de mana qui est inférieur ou égal au nombre de compteurs sur Joyra. Donc généralement on fait T1 Joyra, T2 je l'engage, je mets un truc à 2, T3 je l'engage, je mets un truc à 4, etc. Et on peut aller plus vite à chaque fois qu'on dégage Joyra. Donc on peut dire, tiens, tour 2, je l'engage, je mets un truc à 2, je paye un petit éphémère bleu, tiens, pour 1, je la dégage, je pioche une carte, hop, je la réengage, je pose un truc à 4, j'ai mis mon One Ring ou je ne sais quoi, et je commence à faire des dingueries. Et on a pas mal de surprises là-dedans. On a du Sion de Lure Dragon, qui est généralement du 5 couleurs combo, avec quelques petites lignes intéressantes sur Sion Lure Dragon. Éventuellement, ça peut être des lignes Food Chain, ça peut être des lignes si je te connecte, je mets le Dragon Baldur's Gate bleu qui dit je lance un D20, je pioche autant que le D20, hop, je pioche 15 et je reprends la game là-dessus. Enfin, il y a quelques petits trucs rigolos là-dessus. On a Kodama Timna qui est un deck stat, Malcolm Vial Smasher, Kelly's Malcolm. On a pas mal de petits decks comme ça qui se baladent et qui surperforment. Donc ça, c'est intéressant puisque ça veut dire que si vous avez un main comme ça, un deck que vous avez très envie de jouer, vous êtes très bon avec, il est très différent, etc. Mais vous pouvez surperformer avec. Et ça rappelle que ce qui est important, c'est bien connaître le format, vos match-ups, votre decklist, et surperformer avec votre deck. Donc ça vous donne des idées de decks que vous pouvez jouer qui sont un peu plus ouverts. Notamment, il y a la Gwenom qui est plus récente, il y a le bon vieux Arcum Daxon, etc. Ok. On a les Rising Stars. Les Rising Stars, c'est des decks qui sont en train de prendre là-dedans en ampleur, ou en ce moment, ils sont en train de gagner vachement en points. Donc il y a
peut-être que c'est des decks où soit il y a un gain en popularité, un gain en compréhension du deck, il y a des nouvelles cartes très fortes qui sont sorties, ou ils ont trouvé une nouvelle technique qui leur permet d'apprendre un avantage fort sur le format. Et là, il faut rentrer dans les détails de chacun des decks et essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Mais c'est intéressant de voir qu'on retrouve Malcolm Kedis, le partenaire de Commander Legends, qui fait des trésors avec ses pirates. Gwenom, qui est un mono black Bola Citadel qui joue tout son pack en mode Storm. Malcolm via Smasher qui va refaire encore une fois des trucs de pirates. Yuriko, Urza, Jitrog, Glarb, donc plein de decks là-dessus qui potentiellement peuvent, en tout cas en ce moment, prennent un peu en ampleur. Les breakout decks, c'est des decks où tout à coup ils sont beaucoup plus populaires. Donc là on parle pas tant de force que de popularité. En ce moment, il y a Ishai Rograk, je vous ai fait la vidéo là-dessus, il est très populaire, beaucoup de gens en ont parlé, donc il y a beaucoup de gens qui s'y essayent et qui le jouent. Donc il y a 2,6 fois plus de Ishai Rograk ces derniers temps. On va retrouver des decks récents, genre Brigid qui est sorti en Lorwyn Eclipse et qui est un deck Cradle qui part en combo, qui est aussi joué en Duel Commander. On va avoir différents decks dont des gens ont parlé dans différentes occasions. On retrouve les decks pirates qui en ce moment sont populaires. Donc pas mal de decks du moment qui sont populaires. Ça, ce qui est intéressant, c'est que ça permet aussi de voir, bah tiens, alors c'est plus parlant aux États-Unis où ils suivent un peu plus la méta qu'en France où on suit un peu moins la méta. Mais on pourrait se dire, bah tiens, qu'est-ce qui va être populaire à la Magic Mania? Probablement une combinaison des decks populaires tout court et des decks qui sont en train de gagner en popularité en ce moment. Donc je pourrais me dire, bah tiens, à la Magic Mania, c'est probable que je vois au moins un Ishai Rograk, un Brigid, un Wandering Minstrel, un Malcolm Tana, etc. Les Falling Giants, c'est des decks qui sont en train de perdre en popularité. Là, on retrouve un petit peu tous les decks qu'on a cités où dès qu'il y a des nouveaux decks qui sont un peu à la mode, qui sont frais, qui donnent envie de tester le format, bah, les gens lâchent leurs decks qui jouent déjà depuis des années pour tester des trucs un petit peu frais. Donc c'est une stat qui veut moins dire de choses entre guillemets, dans le sens où ça se trouve c'est juste un effet de popularité, mais si on le voit sur le long terme, on peut voir un rééquilibrage de la popularité du format. Ça peut nous informer, tiens, il y a un deck qui est en train de vachement perdre en popularité, est-ce qu'il est moins bon en ce moment? Est-ce qu'il y a des decks vraiment meilleurs qui sont sortis? Est-ce que ça faisait quelques temps qu'il s'essoufflait et que les gens commencent à le lâcher? Ça va permettre de poser ce genre de questions. Donc, à peu près tous les decks qui sont extrêmement installés, qu'on voit depuis des années, en ce moment sont un peu moins populaires parce qu'il y a des trucs frais à tester. On va avoir ensuite des ADN de deck. ADN de deck, on va pouvoir retrouver sur ensuite des decks dans leur page. On regardera ça après. On a les decks qui sont les meilleurs pour les débutants. Ça, c'est intéressant à savoir. L'idée, c'est que c'est des decks où, même avec peu d'expérience du format, même quand c'est son premier tournoi, etc., malgré tout, il gagne pas mal de points par game. C'est intéressant de se dire, tiens, si je vais à la Magic Mania, je veux jouer un deck pour la première fois, qu'est-ce que je joue? Probablement un deck qui est débutant, c'est-à-dire qui a un bon plancher, qui me permet de me débrouiller plutôt pas mal, même si je connais pas le deck. Donc Dargo Tymna, c'est un bon exemple. Dargo Tymna Magna, l'avantage de ces decks, c'est que si je les goldfiché 20 fois chez moi, bah c'est bon, je sais le truc principal qui est comment est-ce que moi je gagne. Et c'est un peu le cœur de ces decks-là qui sont moins interactifs, qui essayent plus de gagner, de dérouler leur plan de jeu. Donc une fois que je connais mon plan de jeu, je suis déjà bien dans ma game. Ce qui est potentiellement plus facile à gérer que des decks qui sont beaucoup plus réactifs, notamment les decks stacks sont extrêmement difficiles à jouer pour les débutants, puisqu'il faut savoir à l'avance quoi stacker en rituel. Puisque en fait, si j'ai des contres en main, bah, j'attends de voir ce qui se passe. Je sais pas ce qui va se passer, mais j'ai des contres en main, donc je me débrouillerai. Alors que si j'ai des stacks, bah d'un coup il faut que je prévoie à l'avance comment est-ce que je vais m'en sortir, comment est-ce que je vais réussir à performer. C'est ça qui est pas facile. Savoir à l'avance qu'est-ce qu'il faut que je stacks pour pas mourir et pour prendre un tour de plus, c'est pas quelque chose qui est très simple. Donc là-dedans, dans les decks de débutants, on retrouve beaucoup de decks turbo et beaucoup de decks qui sont forgiving, qui nous pardonnent beaucoup d'erreurs parce qu'ils sont très forts et piochent beaucoup de cartes. Typiquement, Thrasios Tymna, Rograk Thrasios, Chrome Tymna, Kinan, je pioche beaucoup de cartes, j'ai des commandants très forts, j'ai une qualité de cartes extrêmement élevée, etc. Donc ça me permet de m'en sortir, même si je fais des erreurs, pareil sur 6 dans une certaine mesure. Et sinon, je vais avoir des decks qui sont très proactifs, donc Etali, Dargo, Tymna et Magda, où ça va être plus facile d'apprendre mon plan de jeu. Je vais avoir des decks qui ont des gros écarts de skill. Ça, c'est intéressant si vous dites, tiens, j'aimerais bien me poser sur un deck dans lequel vraiment je peux progresser, je peux apprendre à jouer, à chaque game j'apprends un peu plus,
Et j'ai vraiment un sentiment de progression dans le format où ben, avant je performais moins bien, j'étais moins bon, et maintenant que je performe super bien, ben, vraiment je fais des super résultats. Là, vous recherchez a priori les decks qui ont un gros skill gap, qui ont un gros écart entre le plancher et le plafond. C'est-à-dire que si je me pose et j'apprends le deck, je suis récompensé par une amélioration de mon taux de victoire. Bien sûr, on retrouve là-dedans Chrome Timna, Roraxilas, mais aussi Lumra par exemple. Lumra qui est plus difficile à jouer au début et qui monte ensuite. On va avoir Vivi, Kinan, Rograk, Trazios, etc. qui sont plein de decks qui récompensent le fait de maîtriser le deck. On va avoir des decks qui sont durs à maîtriser. Et là, on retrouve notamment le Kinan. Alors, vous me direz, il y a des trucs qui sont étonnants. Tiens, pourquoi est-ce que Kinan est beginner friendly, mais hardest to master et biggest skill gap? Et ça, c'est une particularité de ce genre de deck qui est tellement fort que même si on est mauvais, on performe mieux que la moyenne. Mais en plus, si on est bon, on performe vraiment mieux que la moyenne. Et c'est pour ça qu'on retrouve Kinan dans chacune de ces trois catégories. Kinan, c'est un deck qui est facile à jouer, mais on est récompensé si on est très bon avec. Et effectivement, il y en a sous le pied pour maîtriser pleinement le deck. Et une fois qu'on le maîtrise pleinement, on est vraiment pété avec ce deck. On retrouve dedans, encore une fois, donc Vivi, Ishai Rograk, Traosimna, pas mal de decks comme ça, qui ont cette particularité de permettre de progresser. Et c'est intéressant de se dire là-dedans, bah tiens, si je joue Kinan, c'est facile à prendre en main, je vais bien performer dès mon premier tournoi, je vais avoir beaucoup de choses à apprendre, je vais être récompensé quand j'apprends, et cette récompense, ça va être notamment que je performe de mieux en mieux de tournoi après tournoi, et qu'à la fin, je suis parmi les meilleurs decks du format, les mieux positionnés du format. Ça, c'est vraiment une belle récompense de jouer ce genre de deck. Et c'est pour ça que ce genre de stats, c'est intéressant. Suivant ce que vous voulez jouer, vous pouvez vraiment apprendre des decks là-dedans. Et j'ai dit Kinan, mais il y en a plusieurs dans cette liste que vous pouvez apprendre à maîtriser. Je crois que Etali était dans les Most Beginner Friendly et maintenant dans les Hardest to Master. Donc c'est intéressant de savoir que même Etali, il y a de la marge de progression pour apprendre à jouer le deck. C'est pas si idiot que ça à jouer. Enfin, on va avoir des Glass Cannon. Les Glass Cannon, c'est... Il y a un côté tout ou rien. All or Nothing, c'est soit je prends la game, soit je fais rien. Mais il n'y a pas d'entre-deux. Et on retrouve là-dedans notamment pas mal de decks non bleus ou de decks qui peuvent vraiment se faire empaler. C'est-à-dire que Nijmizet par une, par exemple, ça coûte 3 bleus, 3 rouges. Je me prends un anti-bet bien placé, un truc qui va pas bien dans mon plan, je me prends une strip mine par le deck de Lumra qui m'empêche de jouer mon commandant, enfin, il m'arrive n'importe quoi, un caillou dans ma chaussure, je fais rien. Par contre, quand je fais des trucs, je fais des trucs. Hein. Je fais vraiment des trucs hyper forts parce que le général fait du taf. Hearthull, c'est un deck non bleu, non stacks. Donc, bah, soit je suis le premier à partir ou j'ai trouvé mon bon timing, etc. et ça se passe bien, soit je regarde la game. Il n'y a pas d'entre deux non plus. Et c'est ce genre de deck là qu'on va retrouver. Les decks Glass Cannon, ils peuvent avoir un côté frustrant. Enfin, moi en tout cas, c'est vraiment pas mon truc. J'aime pas jouer des decks Glass Cannon parce que j'aime bien si je fais des trucs à toutes les games. Ça veut pas dire que je vais gagner à toutes les games, mais à toutes les games, je suis là quoi. Et les decks où parfois je suis là, parfois je suis pas là, c'est genre bah en fait je vais aller faire autre chose dans ce cas-là, ça m'intéresse pas de rester quoi. Et c'est ce que je reproche un petit peu à ces decks. On va avoir ensuite des considérations sur le metagame. Des considérations, ça va être les sleeper picks. Les sleeper picks, c'est des decks qui manquent un petit peu en popularité, mais étonnamment, ils font des bons résultats. Donc, il y a une problématique ici qui est est-ce que c'est une gemme cachée? Est-ce que c'est une anomalie statistique? On n'a pas assez de stats, donc ça surperforme, mais s'il y avait plus de gens qui le jouaient, si on attendait plus longtemps, finalement, ça reviendrait dans une moyenne un petit peu plus basse. Ou est-ce que vraiment, il y a un truc qu'on ne sait pas sur ces decks? En réalité, ils sont hyper forts, et c'est le nouveau truc du moment. On retrouve encore une fois Joyra et Brigid là-dedans, par exemple, qui, a priori, soit ces decks sont très populaires et en ce moment les gens ne savent pas encore jouer contre et ça va finir par se stabiliser, soit on n'a pas encore réalisé que ces decks-là, ils sont vraiment bien et il faut les jouer en fait. Dans les Serious Picks, on retrouve, s'il y a un tournoi en jeu, s'il y a des trucs à gagner, si les gens sont là en mode vas-y, là on joue sérieux et on fait top 16, qu'est-ce que les gens jouent? Et ça vous montre qu'est-ce qui change quand les gens jouent sérieux, quand ils vont essayer de faire des gros résultats sur un gros tournoi. Et on retrouve bien sûr, c'est le moment où tout le monde sort les meilleurs decks du format. Ils jouent Chrome Timna, Rograk Trazios, Kinan, Rograk Silas, c'est tous les decks où tout le monde sait qu'ils sont très forts, il n'y a pas de hasard. Donc c'est exactement ce que je vous ai mentionné dans la vidéo précédente. Les Giant Killers, c'est les decks qui étonnamment ont un très bon win rate contre les decks les plus populaires. Donc a priori, vous savez pas ce qu'il y a en face, vous allez probablement tomber sur des decks populaires.
avoir des Giant Killers, c'est assez intéressant. On retrouve encore une fois Chrome Tymna, Isha et Rogra qui ont été pensés pour ça, hein, pour dominer le format et les hautes tables. Mais notamment, on va retrouver Arcum Daxon ou Kenris par exemple, Sisei, Magda, Ral. Et ça, c'est vraiment des decks où, effectivement, vous tombez face à des anomalies, genre particulièrement Arcum Daxon. Vous tombez face à une anomalie incompréhensible, peut-être que ça va être plus difficile, mais c'est un deck qui est très bien positionné contre les meilleurs decks du format. Et c'est une considération ici qui est intéressante, c'est si je prévois je suis plutôt bon, je connais plutôt le format, etc., et je prévois de faire top 16, qu'est-ce que j'ai envie de jouer pour être bien avantagé face au top 16? Peut-être que j'ai envie de prévoir déjà à l'avance le top 16 et de me dire je prends un Giant Killer, je prends un deck qui va surperformer face aux gens que je vais tomber, contre qui je vais tomber en top 16. Et ça peut nous orienter vers ce genre de choix de deck. Enfin, on a des pièges. C'est-à-dire que là, c'est parmi les 30 decks les plus joués, les plus populaires, c'est lesquels qui performent le moins bien. Et on retrouve notamment Etali Vivi qui, même s'ils sont faciles à prendre en main, en réalité, le problème en fait, et c'est une erreur classique du CEDH, on retrouve beaucoup de decks turbo là-dedans. Decks turbo ou de decks dont toute la puissance est sur la table. Et si vous, enfin, sûrement vous le savez déjà en Commander, si mon board est menaçant, tout le monde se ligue contre moi. Si je suis le premier à sortir ma tête de la mêlée et avoir l'air menaçant, tout le monde se ligue contre moi. Et ça, c'est exactement les decks qui souffrent de ça. C'est des decks qui vont assez rapidement faire hey, stoppez-moi s'il vous plaît. Tout le monde les stoppe et c'est le joueur d'après qui gagne. Donc ça, c'est la limite de ces decks. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les jouer. C'est important de bien comprendre que c'est ça qui est à l'œuvre. Il y a des decks déjà qui font très peur, genre Winota Yuriko, tout est sur la table et tout le monde sait que c'est un peu des monstres du bracket 4. Donc il y a ce genre de deck là qui vont attirer beaucoup d'attention. C'est intéressant de jouer un deck qui attire moins l'attention et vraiment c'est la grande force de Blue Farm, de Chrome Tymna, c'est-à-dire que toutes vos menaces sont dans votre main, vous n'avez rien en jeu en fait. Donc il n'y a jamais de moment où on dit oui c'est lui la menace, c'est lui la menace. Et pourtant il faut dire que c'est lui la menace, il a 10 cartes en main, c'est lui la menace. Mais il y a quelqu'un qui a un truc qui fait peur sur la table et tout le monde s'occupe de lui et c'est comme ça qu'on se fait avoir. Donc vous retrouverez exactement la même chose dans les vidéos de bandits sur le bracket 4 d'ailleurs, c'est les mêmes dynamiques qui sont à l'œuvre. Et voilà, ça veut pas dire qu'il faut pas jouer Vivi ou Etali. Il y a des très bonnes listes de Vivi en ce moment. Il y a des primeurs sur Etali sur comment s'en sortir, mais faites attention. Peut-être essayer d'être moins menaçant, de bien choisir votre timing, de faire attention à pas souffrir justement de cette dynamique là où vous sortez la tête de l'eau, votre tête se fait couper et c'est quelqu'un d'autre qui gagne. Ce serait quand même dommage. Enfin, on va avoir donc on a les battle stats. C'est les stats vraiment en combat face à différents decks. Donc les Swiss Destroyers, c'est ceux qui performent le mieux pendant les rondes. Donc c'est ceux qui ont le plus de chances d'arriver en top 4 par exemple. On retrouve Chrome Tymna, Arcum Daxon, Malcolm Tana, etc. Pas mal de decks qui sont faits pour arriver jusqu'en top 16, top 4. Les top cut victimes à l'inverse, c'est des decks qui, une fois qu'ils sont face aux meilleurs decks du format, ils se font défoncer. C'est ceux qui vont potentiellement réussir à arriver en top 16, top 4, mais une fois arrivés en top 16, top 4, c'est pas eux qui gagnent à la fin. Et notamment mon deck, Rograk Trazios, il a tendance à sous-performer en top 16, top 4. Le problème, c'est qu'encore une fois, c'est un deck où il y a tout sur la table. Toutes les menaces, elles sont sur la table, j'ai rien dans la main, donc si je suis menaçant, tout le monde le sait. Et c'est le gros souci de ce deck, c'est que je suis obligé de constamment rappeler, attention, oui, mon board est menaçant parce que tu vois mon board. Regarde Chrome Tymna, il a 10 cartes en main. Attention à pas surpaniquer. Si tu passes toutes tes ressources sur mon board, t'as perdu face à Chrome Tymna. Et ça arrive beaucoup plus souvent qu'à mon goût. Donc les top code victimes, typiquement, si vous voulez arriver en top 16, mais vous voulez aussi gagner le tournoi, peut-être il faut éviter ces decks-là, parce que au fond, c'est pas ceux qui vous permettront de faire premier. Dans les Pod Shapers, c'est les Kingmakers. C'est les decks qui vont créer des gagnants ou des losers à la table. Ça, on retrouve beaucoup de decks qui... donc typiquement, on retrouve les decks parasites. L'Umra, c'est un deck qui est considéré parasite dans le sens où le deck a très peu d'interaction. Donc en fait, il n'a pas d'agency sur qui gagne.
s'il y a Lumra à la table et il y a Rograxilas à la table, par exemple, ça veut dire qu'il y a un deck turbo qui va essayer de gagner avant Lumra, et Lumra ne va servir à rien pour le stopper. C'est-à-dire que Rograxilas, potentiellement, il va essayer de gagner entre tour 1 et le tour 3. Les autres joueurs à la table, ils vont dire vas-y, vas-y, il faut s'assurer qu'on peut stopper Rograxilas, qu'on va pas perdre entre le tour 1 et le tour 3. Et le joueur de Lumra, il le regarde, il fait bah c'est votre job les gars, moi je joue mono vert. Et c'est le problème de ce genre de deck là, c'est pareil pour Etali. Etali, il regarde, il fait mais les gars, moi je joue grul, hein, allez-y, je vous regarde. Et déjà, tous les decks qui sont non bleus, non stacks, ils vont avoir tendance au king neck tout simplement parce qu'ils mettent beaucoup de pression sur les autres joueurs du pod pour stopper les decks turbo. Et ça peut aller jusqu'à un moment où bah, j'arrive à un pod. Au pod, il y a. Moi, je joue par exemple Rograk Trazios. J'ai de quoi stopper des Winnerly, mais j'ai pas non plus voilà, 36 contre gratuits pour stopper des Winnerly. Je vais avoir besoin d'aide. Si en face de moi, j'ai Etali, Lumra et Rograk Silas, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer puisque j'ai trois decks qui ne vont quasiment pas stopper les uns les autres. Ils vont juste essayer de gagner. Et en plus, ils sont plus rapides que moi. Éventuellement, je suis plus rapide que Lumra, mais je suis pas plus rapide qu'Etali, je suis pas plus rapide que Rograxilas. Donc là, c'est vraiment la souffrance, c'est-à-dire que ce qui va probablement se passer, c'est il y a soit Etali, soit Rograxilas qui essaie de partir en premier suivant le turn order. Au mieux, je stoppe le premier qui part, je stoppe pas le deuxième. Et voilà, j'ai perdu. Ça, c'est le genre de dynamique qu'on retrouve chez les pod shapers. C'est des decks où bah, ils vont essayer de partir, advienne que pourra. Soit c'est eux qui l'emportent, soit c'est le voisin de gauche. Mais en tout cas, c'est pas les joueurs d'après. Et ça peut donner des dimensions un peu frustrantes. Moi, c'est les decks contre lesquels j'aime beaucoup mon jeu. Et enfin, on a les boss. Les boss, au contraire, ils vont pourrir le win rate de tous les autres à la table. C'est-à-dire que c'est des decks qui sont très forts, qui vont très bien empêcher les autres de gagner. Et dès qu'ils sont là, hop, tout le monde en face a moins de chances de gagner. Et on retrouve encore une fois Chrome Timna, Rograk Trazios, Dargo Timna. Dargo Timna, étonnamment, voilà, qui donc, à voir exactement ce qu'il y a à l'œuvre ici, spécifiquement sur celui-là, parce que c'est un deck qui, malgré tout, a moins d'interaction. Il reste en mardu. Donc, pour interagir avec la pile, ce genre de choses, c'est plus difficile. Mais il y a pas mal de surprises. Il y a des gens qui jouent Angel's Grace, par exemple, pour dire ah, t'as joué Tosses Oracle. Effectivement, j'ai pas de contre-sort, mais j'ai Angel's Grace. On n'a pas perdu. Allez, ciao, bye. En plus, Split Second, va te faire voir. Donc, il y a quelques surprises. Mais. Ça peut aussi être des histoires de vraiment purement capacité à gagner, c'est-à-dire que une fois que eux ils sont à la table, ils ont plus de chances eux de gagner, donc le win rate de tous les adversaires à la table baisse naturellement statistiquement. Enfin, on va avoir des joueurs qui sont mis en avant, et là c'est un peu la récompense de la gloire si vous faites beaucoup de tournois. Notamment si vous faites les tournois en ligne américains, vous aurez l'occasion peut-être de monter sur ces rangs-là. On retrouve les OTP GOAT, là, c'est les gens qui jouent un seul deck, ils le jouent très bien et ils performent très bien, avec Evan Pierce, le meilleur joueur de Kinan, Dexter Idzikowski sur Rograxilas et Kyle Schaff sur Chrome Timna. Dans les Jack of all trades, c'est des gens qui jouent plein de decks différents. Donc par exemple, Yann Flannery, donc comédien MTG, sur sa chaîne YouTube, il a joué 16 decks différents et il a beaucoup de points, beaucoup de win rate. Les Iron Players, c'est les gens qui font le plus de tournois, c'est les gens qui grindent les tournois. Et donc là, on retrouve 22 tournois, 24 tournois, 15 tournois, des gens qui ont joué le plus de trucs compétitifs. Les Unkillables, c'est des gens qui ont réussi à être invaincus pendant les rondes sur au moins 3 rondes. Donc on retrouve Zeke Maxwell ici qui a fait 5-0-4 notamment au Landgo Presence. Et voilà, c'est des joueurs qui ont réussi à faire des gros trucs là-dessus. Moi, je suis pas sûr d'avoir fait j'ai fait invaincu la Magic Mania pendant les rondes. Je fais invaincu la Magic Mania tout court d'ailleurs. Mais c'est pas dans les stats. Donc les 2 gemstones que j'ai fait, je crois que j'ai perdu une ronde à chaque fois. Donc voilà, typiquement, je suis pas là-dedans et je suis d'autant moins que j'ai pas leur nombre de points. Eux, ils ont aussi beaucoup de points de compétition. Donc c'est ce qui fait qu'ils sont présents ici. Et enfin, on retrouve les endroits dans lesquels les gens sont les plus forts. Donc typiquement, alors Cataluna, je sais pas où c'est. C'est peut-être en Espagne ça. Donc là, c'est les metagames les plus divers où il y a plus de decks différents. Les villes les plus fortes, on retrouve Stone Mountain ici. Les régions les plus fortes, Hawaï. Et étonnamment, il y a beaucoup de tournois à Hawaï et beaucoup de points du coup qui sont accumulés. Et c'est aussi un biais là-dedans potentiellement qu'on corrigera au fur et à mesure qu'il y aura des stats. Parce que sur 12 tournois, forcément, bon, c'est plus dur de tirer des conclusions, on va dire. Et les pays les plus forts, où là c'est pareil, on retrouve les États-Unis, mais notamment parce que les États-Unis ont un paquet de tournois avec un paquet de joueurs qui ont accumulé un paquet de points. Voilà.
Ça, c'était les grands aspects du site. S'il y a quoi que ce soit qui n'est pas clair, vous avez About qui décrit tous les trucs, genre comment sont calculés les points par game, etc. Et enfin, on va pouvoir faire, hop, aller sur une page de deck. Et je vous invite à regarder les pages de deck, les pages de joueurs, etc. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc on retrouve le général, enfin les généraux ici et leurs couleurs, et tous leurs petits tags. Donc, là, c'est un pic sérieux, c'est ce que les gens jouent quand ils jouent sérieux. C'est un des boss qui va surperformer dans le format, qui est parmi les meilleurs decks, ceux qui suppriment le win rate des autres, etc. C'est un Falling Giant, il est en train de perdre en popularité en ce moment. Il est adapté aux débutants, il est fort face aux decks les plus populaires, il est dur à maîtriser, il a tendance à perdre dans les top cuts, donc en top 16 ou top 4, alors qu'il détruit les Suisses, les rondes pour arriver en top 16 ou en top 4. Et il a un gros écart entre les joueurs débutants et les joueurs vétérans. Il y a beaucoup d'entrées du deck, il est à 1,33 points par game, donc il est un petit peu au-dessus d'une chance sur 4 de gagner. 29% de win rate en Suisse, mais là il descend dans les top cuts. C'est 5% de la méta. On retrouve ses stats de plancher, plafond, pic, etc. Les pilotes principaux, et ce qui est intéressant, c'est que je peux cliquer ici, hop, et aller chercher toutes les meilleures listes des meilleurs pilotes pour aller jouer ça en tournoi, et je peux regarder les derniers gros tournois sur lesquels le deck a été joué. Notamment, si j'ai envie d'aller regarder, par exemple, Jonathan Vick, il a une liste qui est très particulière, donc on peut aller regarder. Jonathan Vick, il joue à l'Oklahoma, a priori, je suppose qu'il habite là-bas. J'ai ces informations sur lui, il est 1,56 points par game en moyenne, donc il surperforme par rapport au reste des gens. Il a 8 victoires en tournoi. Il perd quasiment pas en win rate arrivé en Suisse par rapport au top cut, ce qui est une belle performance aussi. J'ai les détails de ses tournois, j'ai sa timeline de performance, où je peux voir à chaque fois qu'est-ce qu'il a joué à quel tournoi, à quel point il a bien performé, etc. Et tous les différents tournois auxquels il a joué récemment. Hop. Lui, c'est un OTP, il a qu'un seul tournoi commandant joué, c'est Rangrak Trazios. Et je peux aller regarder sa liste ensuite. Hop, j'arrive directement sur Maxfield. Et sur Maxfield, je peux regarder sa liste. Tiens, récemment, il s'est mis à jouer Saeli qui à chaque sort non-créature va créer un 1-1 cerveau, ce qui va permettre d'alimenter les boucles de Cradle. Et lui, ce qui est particulier, c'est qu'il joue une liste très turbo. Il joue beaucoup plus de combos. Il joue par exemple Lily Plash Mentor avec Peregrine Drake, qui lui permet de faire untap infini ses landes et ensuite piocher son deck avec Trazios et faire des trucs. Il joue des cartes comme Spider-Punk ou Vexing Shusher pour rendre ses sorts incontrables. Il joue des Vivi, il joue Volatile Storm Drake, donc il joue plein de cartes qui diffèrent des autres gens. Il joue des cartes de Storm pour poser plus de créatures, des tours sup, enfin il y a plein de cartes qui sont très étonnantes qu'il joue. Il a tendance à avoir des listes qui sont très bizarres par rapport aux autres decks Rangrak Trazios du format. Et parce que c'est très bizarre, on s'y attend pas en fait. Il y a un côté où genre je m'attends pas à devoir gérer ce genre de choses. Je m'attends pas à ce que quelqu'un me sorte Experimental Frenzy dans le format. Là je viens de le découvrir, j'y avais jamais réfléchi. Et pourtant effectivement j'ai toujours la main vide. Donc une carte qui dit que je peux pas jouer les cartes de ma main mais je peux jouer les cartes du dessus de mon deck, moi, ça me va. Pas de souci. Peut-être qu'il faudrait que j'envisage Experimental Frenzy parce que finalement c'est une bonne carte dans le deck. Voilà, je vous ai tout dit. Vous avez maintenant beaucoup plus de tasks sur le format et ce site à disposition pour décider qu'est-ce que vous allez jouer à la Magic Mania ou à votre prochain tournoi CEDH. Là-dessus, je vous laisse poser vos questions en commentaire ou tous les feedbacks que vous pouvez avoir et très bonne journée à vous. Ciao!